Pour avoir tourné sur les ateliers, je crois qu'on peut dire qu'ils ont été particulièrement suivis cet après-midi. Vous étiez beaucoup plus nombreux que le nombre d'inscrits. On a quand même réussi, y compris à nourrir tout le monde. Mais je crois que ça prouve que ces rencontres étaient attendues et correspondent à une véritable demande. J'ai envie de commencer avec Yves Pasco, avec l'atelier de ce matin, Migrants et territoires. On a assez rarement cette approche de lier la question migratoire, y compris une actualité dramatique à Nantes. Nous avons eu avec Territoire 44 l'occasion de réagir fortement à ce drame qui était absolument évitable et qui tient d'un immobilisme démagogique insoutenable de la part de l'État. Mais j'espère qu'effectivement nous allons malheureusement réussir à le faire bouger après ce drame. Yves, vous avez donc travaillé sur comment, dans un programme municipal, alors que l'échelle des migrants est une échelle d'abord internationale, on peut intégrer ces questions. Donc, sur les 3-4 minutes réglementaires, ce serait quoi les propositions d'un programme municipal aujourd'hui ? Bien, merci Ronan. Je prends juste une petite seconde pour mettre un petit peu de contexte. Je pense que la discussion qu'on a eue ce matin dans l'atelier est assez significative d'une situation qui montre un engagement réel de toute une série d'acteurs sur cette question qui traverse les sociétés, qui traverse les territoires, et comme tu l'as dit à juste titre, qui va au-delà et qui est bien plus large que les territoires, voire même que l'État. Mais ce qu'il y a de significatif aussi, c'est que derrière cet engagement réel d'une grande partie des acteurs, qu'ils soient des élus ou de la société civile, il y a autant presque de réponses à cette situation-là qu'il y a de situations. Donc il y a une forme, pour utiliser un mot un peu à la mode, d'archipélisation des solutions. Deuxième élément qui est assez frappant, c'est deux mots qui ont marqué pendant les 2 heures de discussion et qui sont venus de manière assez régulière, qui sont la fatigue. On a senti la fatigue, voire même l'épuisement de beaucoup d'acteurs qui disent on fait beaucoup de choses, mais ça devient très compliqué et humainement c'est épuisant. Et le besoin aussi d'accompagnement. Et la question de l'accompagnement est venue de manière très forte. Maintenant, les 5 propositions qu'on a réussi à formuler sont les suivantes. Les élus s'engagent à inscrire dans leur profession de foi pour les municipales leur position sur l'accueil des migrants ou des exilés. Deuxième proposition, les élus s'engagent à inscrire dans la charte de l'élu leur volonté de développer une réflexion et un échange sur les questions d'asile et d'immigration au niveau local et global. Troisième proposition, les élus s'engagent à établir une délégation municipale consacrée aux questions d'accueil, d'intégration et d'accompagnement des migrants. Quatrième proposition, les élus s'engagent à proposer et à mettre en place des structures de coordination au niveau municipal, intercommunal, métropolitain, départemental sur l'accueil et l'intégration des réfugiés et des migrants. Et enfin, dernière proposition, les élus s'engagent à considérer le citoyen comme un acteur des stratégies de long terme et à lui donner les moyens de faire émerger et entendre sa voix. Merci Yves. Alors on n'a pas le temps d'en rediscuter, vous avez certainement plein de questions. J'ai quand même une bonne nouvelle, c'est à 19h, il y a l'apéro. Donc ça sera l'occasion d'approfondir la discussion sur ces propositions, mais qui correspondent complètement à la commande, qui n'était pas une commande si simple de dire comment on nourrit un programme municipal, qu'est-ce qu'un élu local peut faire. Là je crois que ça offre tout à fait un cadre. C'était pas beaucoup plus simple, du coup on va tourner comme ça, c'est le plus simple. Sur la question de l'emploi et du développement économique, qui est une question extrêmement large, qui là aussi est souvent une question liée à des contextes internationaux, à des politiques nationales, ce qui ne veut pas dire pour autant que les élus locaux n'ont pas un rôle à jouer, et notamment Danielle Cornet, la maire de Pontchâteau, que je salue, je ne sais pas si elle est encore dans la salle, est venue présenter leur mobilisation sur l'expérience Territoire Zéro Chômeur. Donc Sophie Taillé-Polian, sénatrice du Val-de-Marne, chers collègues, quelles propositions avez-vous retenues ? Alors, dans un contexte qui est quand même très marqué en ce qui concerne les politiques, notamment de l'emploi, par une division presque par 2 des crédits qui sont alloués depuis 2 ans au ministère du Travail. Donc on est quand même dans une situation assez difficile, et aussi
dans un contexte où il y a une incapacité assez forte du gouvernement à anticiper les mutations, et on le voit quand il y a des fermetures d'usines, on les voit dans l'absence de réaction et de mise en place de projets concrets et d'accompagnement concret. On est face à une vision quand même qui est très un peu novlangue sur on va tout baser sur l'innovation, et puis qui laisse complètement de côté en fait la plupart des salariés qui vivent les mutations en cours dans notre tissu économique, et qui je dirais souvent craignent d'en être les victimes. Donc dans ce cadre-là, qui est un cadre quand même extrêmement difficile, on s'est tous quand même dit, rassurés en se disant que les élus locaux, ils peuvent vraiment faire, ils peuvent vraiment agir dans un objectif qui est d'une part de mener des politiques de développement économique et d'emploi pour tous, et non pas d'être dans des stratégies où on va faire des pôles d'excellence avec des gens formidables, qu'on va faire venir de je sais pas où. Non, d'être vraiment dans des politiques de l'emploi qui sont tournées vers les habitantes et les habitants, et d'un développement économique qui ne soit pas dans une hyper spécialisation, mais au contraire dans la diversification, qui prenne en compte les questions comme élément central d'organiser la transition énergétique. Ces politiques de l'emploi, c'est donc des politiques sociales, des politiques environnementales. Concrètement, c'est évidemment de porter et de continuer à pousser par l'accumulation de projets locaux sur le territoire zéro chômeur, parce que là encore, on a eu il y a un an, avec les annonces du plan pauvreté, la promesse selon laquelle on allait multiplier par 3 ou 4 le nombre de territoires zéro chômeur. Il y en a 10 actuellement, et pour l'instant, rien n'arrive. Donc, continuer à essayer de faire émerger ces projets en préfiguration, c'est autant pour faire en sorte, pour pousser, et pour que la seconde loi qui élargit l'expérimentation voit enfin le jour. Faire émerger des projets locaux avec des acteurs privés ou des acteurs de l'économie sociale et solidaire. Et ce qu'on a noté, c'est quand même que les politiques régionales, qui ont un petit peu la clé et la main sur la politique de développement économique, et je vois Maxime au bout de la salle qui nous parlait beaucoup de son travail en tant que vice-président de la région Bretagne. Les politiques de développement économique des régions, elles s'appuient sur les projets locaux qui émergent dans les territoires, dans les communes. Donc essayer au maximum de favoriser, évidemment peut-être en priorisant l'économie sociale et solidaire, mais parce que il faut aussi que les plus grosses collectivités aient, je dirais, des projets à faire émerger. Stratégie économique, c'est aussi un territoire qui doit se raconter. Donc ne pas hésiter à construire des stratégies qui correspondent à ce qu'est le territoire, à travailler son attractivité aussi en termes de services publics, de qualité de vie. C'est aussi ça qui peut permettre de faire en sorte que des entreprises s'implantent. Anticiper, se donner les moyens d'ingénierie, donc ne pas hésiter aussi à dire qu'on va soutenir des maisons de l'emploi, soutenir davantage les missions locales, qui sont des acteurs essentiels pour faire en sorte que le projet de territoire puisse vraiment se constituer. Et puis je terminerai sur la commande publique, parce que là aussi, les collectivités, bien sûr, ont un rôle à jouer dans un cadre très contraint, mais dans le cadre de la commande publique, on peut mener des stratégies pour allotir nos marchés publics, des stratégies aussi pour choisir des critères qui permettent de favoriser les entreprises locales. Le circuit court, comme disait Daniel, qui est donc maire près de Saint-Nazaire, de Pontchâteau, c'est ça, eh bien, me disait finalement, tout le monde peut agir, tout le monde peut faire quelque chose, et puis le travail, ça manque pas, et donc localement aussi, et c'est ça qu'il faut faire émerger au maximum dans nos politiques. Merci Sophie. Peut-être juste, parce que tu ne l'as pas dit, mais je présume que dans vos échanges, cette question de la solidarité du dialogue entre les différents territoires devait être une des questions posées. Bien sûr, entre les différents territoires, et sortir peut-être aussi d'une vision qui a été quand même celle de ces 10, 20, 30 dernières années, qui a mis les territoires en concurrence. C'est pour ça aussi on parlait de pôle d'excellence. C'est aussi cette vision très finalement de stratégie de métropole qui a oublié les autres territoires. Je pense que maintenant il faut sortir de ça, inventer des nouvelles dynamiques territoriales où on travaille la complémentarité, les circuits courts, la complémentarité entre les territoires, avec toujours à l'esprit le fait de produire des politiques qui soient pour tous et pas seulement pour ceux qui ont déjà beaucoup de clés. On voit que le gouvernement quand même
culpabilisent, stigmatisent. Donc nous, les politiques qu'on doit porter, je crois, il faut le dire sans cesse, elles sont à destination du plus grand nombre. Merci. Anne-Laure, une belle présentation. Alors, certains ateliers, on se posait des questions qu'on se pose pas toujours dans le cadre des élections municipales. Pour d'autres ateliers, mais c'est pas plus facile à raconter, on essayait de faire la synthèse de choses qu'on connaît bien. Les politiques climat, je voyais les gens qui étaient présents dans l'atelier, il y avait quand même un paquet de gens qui ont conduit des politiques climat sur leur territoire. Alors, conseillère régionale en Nouvelle-Aquitaine, vous avez quand même réussi à faire la synthèse et à sortir des propositions prioritaires. Oui, alors le rôle me revient de cet exercice très délicat, effectivement. On a commencé par dresser 2 constats. C'est d'abord le décalage qu'il y a entre les discours et les pratiques sur ce sujet-là, et qu'on allait pouvoir l'emporter par des actes. Donc ça nous paraissait très important, en rappelant un contexte d'engagement très fort à l'échelle nationale, européenne, internationale. Deuxième constat, c'est que c'était difficile de parler de ce sujet sans parler des autres. On est vraiment dans l'interdépendance avec la politique de développement économique, l'aménagement du territoire, la préservation de la biodiversité, etc. Une fois qu'on a dit ça, on a beaucoup discuté de plein de choses. Si on les met à peu près dans l'ordre, c'est d'abord assumer la sobriété avant tout. C'est vrai qu'on ne le dit pas assez souvent. Dans tous les scénarios de transition, cette part représente 25 à 30% des efforts à faire. Donc assumer dans nos programmes ce besoin de sobriété par de la pédagogie, de l'information, des modes de transport doux, du télétravail. Sur le plan des déchets, pourquoi pas envisager la redevance incitative, mais pas l'imposer. Ça, c'est souvent revenu aussi dans nos sujets, de ne pas forcément imposer les choses, mais au moins d'envisager dans la complexité des raisonnements. Donc la sobriété avant tout. Deuxièmement, assurer la maîtrise publique des moyens de production dans l'énergie. Ça nous a paru aussi très important. À l'échelle locale et à l'échelle interterritoriale, parce que parfois, effectivement, ces questions d'interdépendance énergétique, elles se jouent entre une commune et son bassin d'emploi, etc. Donc pas rester prisonnier des périmètres institutionnels officiels. Et cette maîtrise des moyens de production, elle permet des investissements dans le long terme. Et c'est ça qui manque souvent dans les questions de la transition énergétique. Et ça veut dire aussi positionner la collectivité comme tiers investisseur. Parfois également en l'associant à des mécanismes de financement participatif et citoyen. Donc ne pas avoir peur d'aller vers des sociétés coopératives de citoyens, de les monter, de dire que ces montages-là sont possibles. Tout ça dans une vision de mix énergétique couplant toutes les énergies renouvelables, éolien, photovoltaïque, méthanisation et autres. Troisièmement, adopter des cadres prescriptifs qui soient à la fois cohérents, c'est important, et ambitieux. Et cette ambition, elle n'est peut-être pas assez souvent, on s'en saisit pas assez, d'avoir des plans climat, des PLU, des SCOT dans lesquels on pose des objectifs qui vont relativement loin. Alors, ce qui est la loi d'ailleurs. Qui est la loi, effectivement, donc moins 50% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030, ça veut dire quand même que les territoires sont extrêmement actifs et dynamiques sur ces problématiques, et c'est pas seulement d'être des documents cadres, c'est vraiment de mettre en place l'action publique qui va avec. Quatrièmement, favoriser le réemploi, la réparation, l'économie circulaire. Donc là, avec tout ce qui va être les logiques d'approvisionnement durable, avec l'économie de la fonctionnalité, l'écologie territoriale, les circuits courts, privilégier les usages, etc. Raisonner en analyse de cycle de vie pour tout, dans toute l'action publique. Et cinquièmement, je l'ai rajouté, ça n'a pas été exprimé comme ça, mais tout ce qui, j'espère que vous m'en voudrez pas, mais voilà, tout ce qui va concerner l'exemplarité communale ou intercommunale, avec, ça avait été une des propositions que j'ai rajoutées là, l'achat d'électricité verte, le télétravail et, ça vient d'être dit, le levier de la commande publique, qui est aussi un outil dont on ne se saisit pas assez. Merci, je crois que c'était une présentation là aussi extrêmement complète, ça fait un vrai programme municipal. René, vous étiez nombreux, vous aussi. Alors, quelques spécialistes connus et reconnus des questions agricoles. Mais là, l'entrée, c'était les territoires et sortir aussi uniquement
d'une vision pure des politiques agricoles. C'était aussi de voir comment vous croisez avec les politiques territoriales. Voilà, donc le choix qui avait été fait, c'était d'aborder la question, pas comme d'habitude selon les grands discours de politique agricole, même s'ils sont nécessaires, c'était sous l'angle de l'alimentation. Et c'est extrêmement important d'aborder, je veux dire, sous cet angle-là, parce que on voit bien que ça bouge énormément de choses et que ça a une interrelation avec la question agricole proprement dite. Donc c'est vrai que les acteurs que nous avions invités, je veux dire, extrêmement riches d'expérience, ont fait qu'on a sans doute manqué de temps à la fin pour arriver à synthétiser tout ce qui a été disé. Ça n'arrive qu'à nous, mais c'est aussi à la, je veux dire, à la proportion des missions qu'on demande à l'agriculture, des missions marchandes et non marchandes. Et il y a plein de choses qui semblent évidentes, qui ont été sous-entendues en filigrane pendant tout le temps, mais c'est vraiment important de souligner. Deuxième chose aussi, on ne peut pas aborder, et surtout ici, la question de l'alimentation sans avoir un lien entre l'agriculture et la mer. Je rappelle quand même que la région Bretagne, c'est la moitié du littoral national. Et à travers ça, on a essayé de décliner un certain nombre de points qui nous semblent extrêmement importants à mettre en relation. Je ne développerai pas les conséquences de l'agriculture sur la mer. Je dirais simplement qu'il y a eu des choses très riches de dites. Si par exemple, parce que c'est une demande forte, des petits pêcheurs artisanaux qui souhaitent rentrer en relation avec les paysans qui pratiquent l'agriculture paysanne et bio. Et sous l'angle justement de la communication et de la mise en marché des produits à l'échelon des territoires. C'est une question nouvelle, je n'aurai pas le temps de le détailler ici, mais les copains pourront compléter. Ça a été un point important, cette nécessité d'interrelation entre la pêche et l'agriculture à l'échelon des politiques locales, avec des blocages qu'il va falloir, faire évoluer, parce qu'on a découvert les grandes difficultés administratives des pêcheurs. Effectivement, c'est quasiment considéré de commercialiser au black la production lorsqu'on rentre dans des circuits courts. Je ne pense pas exagérer par rapport à ce qui a été dit. Deuxième point, ce qui nous a semblé important, c'est la nécessité de mettre en place dans nos programmes au niveau des municipales la question des plans alimentaires territoriaux et je veux dire s'appuyant sur des expériences existantes. C'est-à-dire qu'il y a des villes qui l'ont déjà mis en place avec des exemples concrets et qui étaient de dire effectivement sur la durée du mandat, par exemple, on s'engage à faire évoluer la restauration collective en bio, avec un point important, ce qui a été soulevé, c'est que très souvent, il y a des enfants qui viennent qui n'ont qu'un repas par jour, et que la priorité, c'est de faire en sorte que tout le monde ait accès à une alimentation saine et en quantité suffisante. La deuxième chose qui est revenue, c'est la question où il faut lutter contre le gaspillage alimentaire. Je ne détaillerai pas. Mais ça, c'est un élément important qui permet aussi de répondre au premier point sur l'alimentation de qualité pour tous. Troisième chose, il a été évoqué la notion des choses qu'on peut mettre aussi en place dans le cadre des programmes, c'est tout ce qui tourne, sur les jardins partagés, sur des choses qui existent. Et derrière ça, c'est l'accès au foncier, éviter de gaspiller les terres parfois à des usages qu'on pourrait, mettre, qu'il faut peut-être qu'on arrive à donner une priorité alimentaire. Ne pas oublier qu'on est dans des choses très fortes à ce niveau-là, d'où la relation ville-campagne de façon très forte. Et dans ces plans alimentaires, il est venu une dernière question, je n'ai pas non plus le temps de développer, que moi j'avais sous-évalué, c'est la question de la sécurité alimentaire. On est à flux tendu, et quand je vois les chiffres qui ont été donnés sur les durées de stock qu'on a, il faut se poser la question, donc la question de sécurité et de sûreté alimentaire.
Je fais bien la différence entre les deux. La question de sécurité, c'est le volume. La question de sûreté, c'est la question de la fragilité. Et là, vous pouvez vous imaginez ce qu'on peut pointer derrière ça. Ensuite, ce qui a été important, c'était de faire croiser des expériences de politique qui ont été conduites sur les territoires, et en particulier sur une région voisine, la Basse-Normandie, où la politique de la région, pendant le mandat dernier, sur l'impulsion de certaines personnes, et François, n'est-ce pas, ont très fortement marqué l'orientation avec deux ou trois angles particuliers, c'est-à-dire la question de l'installation en agriculture. On n'installe plus, on agrandit. Et le chiffre qui a été donné en faisant bouger les lignes, en 2018, plus 150 installations sur la région. Ça veut dire que lorsqu'on anticipe longtemps à l'avance, lorsqu'on arrive à intégrer bien longtemps le lien entre l'habitat, l'exploitation, la question du parrainage, la sécurité dans l'accompagnement, ça veut dire que là, quand on touche à l'installation, on peut toucher de façon durable à l'évolution des modes de production. C'est au moment de l'installation qu'on fait changer les modes de production. C'est pas quand tu es marié avec le crédit agricole. J'ai dit un gros mot. Donc, il y a une question qui est revenue régulièrement dans les différents carrefours, c'est la question des protéines dans la production, dans l'approvisionnement, dans l'utilisation. Et là, j'ajoute quelque chose qui n'a pas été dit, mais qu'on pourrait peut-être faire évoluer, qu'on pourrait peut-être mettre dans nos conclusions, c'est la question qu'on pourrait peut-être être beaucoup plus vigilant sur au moins s'assurer que les protéines qu'on consomme, que ce soit pour les humains ou aussi pour les productions animales, que ce soit des protéines qui ont été produites à l'intérieur de l'Union européenne. C'est plus que jamais. C'est quelque chose qui, là, je crois qu'on a une responsabilité majeure dans nos programmes. Et il faut qu'on fasse évoluer, il faut qu'on fasse bouger les lignes. Et c'est aussi pédagogique. On a eu, bien sûr, en dernière partie, vraiment un témoignage qui était très fort. C'est quand même, depuis, tu me diras, Daniel, depuis 2004, une commune qui a 100% bio dans la restauration collective. 15 ans de fonctionnement, ça veut dire que là, il y a aussi, avec toutes les difficultés sur le foncier, sur les résistances qui ont été connues, une municipalité qui dit aujourd'hui on avance et qui a réussi quelque chose qui est assez plus qu'exemplaire dans le domaine de l'alimentation. Mais il y a aussi un fil conducteur, c'est la question au niveau de l'alimentation ou de la restauration collective, c'est la question des régies. Ça veut dire qu'on décide si on est capable de faire fonctionner autrement, et les marges qui sont réalisées sur l'alimentation, on les redistribue pour diminuer le prix du repas. Ça, c'est des choses qu'il faut effectivement qu'on s'imprègne. Et pour réussir tout ça, il y a un élément fort qui est sorti, et une démonstration que nous a fait Daniel, c'est de dire qu'il ne faut surtout pas un adjoint au développement durable. Il faut que ce soit la ligne transversale. Ça veut dire que c'est quelque chose qui... c'est toute l'équipe municipale qui est dans le développement durable sur tous ces axes. Et c'est peut-être ça justement qu'il faut qu'on arrive à retenir. Voilà, donc je ne détaillerai pas sur des choses qui ont été dites qui sont très concrètes. C'est quand on fait bouger la ligne sur la question de l'alimentation, partout, on a vu qu'on avait fait bouger les lignes sur la question agricole. Bravo. Pour des gens qui ont peu de temps de finir leur atelier, je trouvais que la synthèse était pas mal quand même. Hervé Fournier, qui nous vient de Nantes. Alors, on avait des ateliers classiques, je dirais classiques, mais importants, sur le climat, sur l'alimentation, sur l'emploi. Et puis, on avait des ateliers où on avait changé les titres. Territoire d'opportunité pour tous. Parce qu'il y a eu un vrai débat sur le titre de l'atelier en lui-même, avec cette question de l'égalité des chances. Débat qu'on a eu aussi mercredi sur le préambule. Donc tout ça est assez cohérent. Et donc le terme égalité a été remplacé par le terme opportunité.
Et du coup, est-ce que ça vous a aidé à faire des propositions concrètes d'avoir changé le titre? Merci Ronan pour ce lancement. C'est vrai que Marie-Lise Lebranchu nous a aidés hier soir, puisqu'en fait, elle nous a invités à penser l'action locale un peu différemment et à se préoccuper de faire vivre à chacun, ou en tout cas donner l'opportunité à chacun de vivre les mêmes possibles, quel que soit l'endroit où il naît, quel que soit l'endroit où il est. Et donc cette question de réfléchir aux opportunités, au cadre que nous proposons à nos populations, nous a quand même amené à poser quelques propositions. Alors, il y en avait qui nous étaient suggérées, merci. Donc, nous avons été à la fois proches et lointains de cette série de propositions. Proches parce qu'on a mis la question du logement en haut des priorités. Je vais y revenir. Et puis, on a aussi évoqué la question, évidemment, des mobilités, des transports. Et puis, ce qui nous manquait dans ce martyr-là, cette feuille, c'était aussi la question de l'accès à l'emploi. Alors, certes, il y a eu un atelier, mais je vais quand même en dire 2-3 mots. Alors, sur les moyens par rapport à la question du logement, notamment, on va distinguer ce qui relève un peu de la position dure ou la position soft de l'élu sur le dur, j'ai envie de dire, comment l'élu donne les moyens à sa population de vivre, de se loger là où elle veut vivre, et là où elle travaille également. Donc s'interroger sur... alors après, tout est lié à chaque territoire, un foyer des jeunes travailleurs sur le littoral. Bon, après, on a le PLU aussi qui permet de... On a quand même des leviers possibles, des outils, on a le foncier qui est disponible, donc ça, j'ai envie de dire, c'est un peu du dur. Mais il y a aussi des choses un peu plus... légères, quoi qu'elles engagent, c'est comment on construit un cadre bienveillant pour des populations qui proposent des habitats un peu différents. Alors on parle de l'habitat participatif, on parle de l'habitat léger, on a eu quelques approfondissements sur le sujet, donc des habitats plus en phase avec la question des matériaux, de l'agriculture ou des énergies, mais qui soient aussi dans une économie plus légère et qui permettent donc à chacun d'avoir un logement abordable. Et c'était ça la proposition, donc je la reprends telle qu'elle. Comment on garantit l'accès à un logement abordable et décent pour tous et toutes. Donc là, c'est littéralement ce qui était noté sur les propositions. Alors cette action publique différenciée, dure et soft, on la retrouve un peu aussi sur l'emploi. Oui, l'élu, il a en charge d'animer un peu les réseaux, de mettre à niveau les réseaux professionnels ou les fédérations. On a beaucoup parlé d'hôtellerie-restauration sur les enjeux de mobilité des salariés, donc comment on peut animer aussi et construire une relation où on se met un peu... on partage une même vision, donc ça c'est aussi un rôle un peu d'animateur, de facilitateur de l'élu. Et puis il y a aussi, je reviens au dur, on peut prendre aussi la main sur des financements. Il y a des territoires comme celui de Redon qui ont su être résilients, réinventer des modèles économiques après des crises, donc l'initiative territoriale pour l'emploi. Enfin, il y a l'aménagement du territoire, vieille époque, j'ai envie de dire, mais on a envie de le réhabiliter. Ce qu'on a envie de réhabiliter, c'est la capacité à pouvoir agir sur le temps long, sur les problématiques de l'emploi. Donc ça, c'était aussi... un autre sujet, même si ce n'est pas directement concret. Les limites à l'atelier, c'est de constater tous ensemble que tout ça, on ne peut pas le travailler sans l'État et les services déconcentrés. Donc, et là, on constate quand même une certaine forme de désinvestissement ou de défaillance. Et donc ça, c'est un état de fait. Les limites, mais ce n'est pas une limite, c'est aussi parce que ce n'était pas le sujet, c'est la question de la place de la transition et du climat dans tous ces sujets. Alors, on l'a effleuré, je parlais d'habitat léger, tout à l'heure en lien avec les amis de la bascule, mais on n'a pas été jusqu'au bout de cette question, de cette notion de la transition appliquée à l'égalité. Peut-être parce que c'était une évidence pour tous aussi, peut-être parce qu'elle est inhérente à tous ces ateliers qui sont là en ce moment. Je terminerai par ce qui nous a réunis au tout départ de l'atelier, c'est la question culturelle. Donc, quelles sont les pratiques qui nous réunissent, qui nous distinguent aussi sur les territoires, quel est le socle de valeurs existant du territoire sur lequel on est, ou quel est le socle de valeurs qu'on va pouvoir réinventer ou réenchanter. Le mot a été utilisé en atelier, et c'est peut-être là que la question de la transition retrouve légitimement sa place. Donc moi, je reformule ça, comment on inscrit la transition environnementale dans le récit culturel du territoire. Et donc là,
il y a pas mal de leviers qui étaient identifiés, le périscolaire dans lequel la mairie peut agir, les écoles ou les programmes d'éco-école qu'on peut aussi animer, l'action culturelle directe sur les équipements, sur l'offre culturelle, mais aussi tout l'environnement d'éducation populaire, pour aussi inviter les habitants à coécrire, participer à ce récit culturel de territoire. Je vais m'arrêter là et j'ai parlé de participation et j'ai vraiment eu des participants à l'atelier qui ont été très actifs. Ça a été très riche et je voudrais vraiment les remercier. Tellement riche que j'ai quand même un peu de mal à synthétiser. Moi, je voudrais tout de suite rassurer Hervé. Ça ne se limite pas à cette présentation. Vous avez tout le temps de mettre au propre, de faire vraiment maintenant un truc avec des bullet points, tout ce que vous voulez. Donc vous avez encore tout à fait le temps pendant le week-end de nous remettre tout ça un jour. Donc ne soyez pas frustrés si vous n'arrivez pas à tout dire. Et notamment sur les questions sociales et de santé qui sont là aussi un sujet extrêmement vaste. Claire, si tu n'as pas le temps de tout dire, ça n'est pas grave. Vous avez encore l'écrit après l'oral. Merci. Donc effectivement, un atelier autour des questions de santé et d'action sociale. D'abord, un petit préambule, un peu de constat qu'on a partagé par rapport à des choses qui sont passées très récemment dans l'actualité nationale autour du grand débat. Si vous vous souvenez bien, dans toutes les questions que le président de la République avait posées pour initier le grand débat, la question de la santé n'était pas du tout évoquée. Or, dans quasiment toutes les remontées des débats et des grands débats, la santé est arrivée comme l'élément préoccupant, le premier élément qui préoccupe nos concitoyens. Donc la santé dans le sens de l'accès aux soins, de l'accès à des professionnels de santé, de la désertification médicale, enfin voilà. Donc toute cette question de la santé. Ensuite, on a un petit peu échangé aussi au fil de ces débats sur l'articulation en fait entre des volontés locales, politiques de mettre en œuvre en fait des politiques de santé, en tout cas de s'y intéresser. Et puis évidemment la question des moyens, même si la question des moyens ne fait pas tout. Voilà, donc on a été quand même alerté par Bernard sur les lois de financement de la sécurité sociale, notamment là celle qui est en cours d'étude, avec quand même des alertes fortes. Et on ne pouvait pas s'empêcher, même si voilà, on ne va pas agir au niveau communal là-dessus, en tout cas de partager cette alerte sur notre système de santé avec une vigilance quand même sur ce que ça va donner dans les mois et dans les semaines et dans les mois qui viennent. Donc on a quand même pas mal partagé sur ces questions-là. Donc après, une fois qu'on a eu voilà, un petit peu brossé ce panorama, on s'est entendu en se disant finalement c'est quand même important qu'on puisse mettre au cœur de nos actions publiques, communales et intercommunales, ces questions liées à la santé et aux solidarités. C'est-à-dire que c'est pas parce que la loi ou les compétences ne nous donnent pas une compétence particulière à agir sur ces questions-là qu'on doit du coup dire bah non mais c'est pas nous, on peut pas. Ça veut dire qu'on peut quand même travailler la question et mettre ces questions au cœur de nos priorités d'action communale et intercommunale. Avec un petit peu trois angles. D'abord, on a réaffirmé cette importance de la coopération sur ces questions-là. Et dans un premier temps, voilà, on peut dire qu'on pourrait s'engager dans nos communes et ou nos intercommunalités, peut-être à chacun en fonction des territoires et du contexte, de choisir si c'est porté au niveau d'une commune ou d'une interco, de mise en place d'espaces, de lieux d'échange, de travail avec toutes les parties concernées par
par ces questions. Quand on dit toutes les parties, ce sont les élus, les citoyens et les professionnels. Donc il y a des outils qui existent, les contrats locaux de santé, les projets locaux de santé, donc il y a des outils qui existent, et puis même si on ne veut pas rentrer dans un cadre d'un outil, en tout cas pour commencer, en tout cas de s'engager à se dire on va permettre aux acteurs qui travaillent sur ces questions-là de se parler et peut-être de trouver des solutions à l'échelle locale. La deuxième chose, puisqu'on a constaté quand même qu'on pouvait avoir un État peut-être un peu défaillant ou un peu qui laisse un peu les choses aller sur ces questions vraiment importantes, notamment autour de l'hôpital, s'engager auprès de nos concitoyens à faire du lobbying parlementaire et à faire remonter auprès des instances nationales, nous, élus de communes ou d'interco, les difficultés qui sont rencontrées par les habitants de nos territoires et à faire des propositions de solutions, c'est-à-dire s'engager auprès de notre population à dire ces questions de santé, on n'a pas forcément tous les leviers, mais ça nous concerne et on sera vos porte-parole pour faire remonter ces questions-là. Et puis la troisième chose, qui est un angle un petit peu différent, on a tourné un petit peu les choses et on s'est dit aussi que la question de la santé, alors peut-être là, plus tellement sous l'angle vraiment de l'accès aux soins et aux professionnels de santé, mais plutôt sous la question de la prévention, du bien-être, de la qualité de vie, de la santé au sens plus large des personnes, d'introduire cette question-là dans les outils d'aménagement du territoire. Ça peut paraître comme ça un peu bizarre, mais en fait, quand on aménage une ville, un bourg, un quartier, il y a aussi des choses qui participent de la bonne santé des gens qui vont habiter dans ces endroits-là. Et en tout cas, il y a certainement des liens forts à faire entre... voilà, il y a des études, Bernard nous parlait d'études qui disent qu'une personne qui vit à moins de 300 mètres d'un espace vert vit mieux que quelqu'un qui n'en a pas juste parce que l'air est meilleur, parce que ça absorbe le CO2, mais parce que ça produit des effets aussi globalement sur la santé. Donc cette question de se dire comment, quand on travaille sur les questions d'aménagement du territoire, d'aménagement des espaces, de construction, on réfléchit aussi en ayant cette idée de la santé, voilà, au sens large. Merci Claire. Avant de passer la parole à Benoît Couteau, le maire de Monnières en Loire-Atlantique, pour la restitution du dernier atelier, il manque, d'ailleurs le siège est là, Caroline qui a dû partir, mais qui nous a laissé quelques mots sur l'atelier territoire espace d'innovation. Certains d'entre vous y ont participé. Alors ce qu'elle a mis, c'était un atelier très ouvert, mais ça retourne finalement à des choses qui ont été dites. Par exemple, les territoires à énergie positive, vous en avez parlé dans l'atelier climat, valoriser les ressources des territoires ruraux dans le cadre de l'économie circulaire et locale. Je pense que vous en avez parlé aussi dans plusieurs ateliers. Et elle a proposé, cet atelier a proposé aussi sur la démocratie locale. Je ne sais pas si ça va recoupler ce que tu vas nous donner comme synthèse. L'idée du tirage au sort des jurys citoyens et du lobbying citoyen, c'est-à-dire à travers ça un nouveau dialogue entre les citoyens et les élus. Alors Benoît, toi, c'était plus un atelier à la fin, c'était une conférence. Il y avait au moins trois sous-groupes quand je suis passé vous voir. Donc tu dois faire la synthèse de 3 sous-groupes dans le même temps que les autres. Oui, c'est pas chose facile. Donc déjà, merci à Gwen, que j'aperçois, qui m'a beaucoup aidé, qui était à la prise de notes. Et puis, je ne peux pas commencer sans remercier Jo Spiegel, qui a fait une introduction tonitruante dans le groupe où nous étions. On est une quarantaine à peu près. Et Jo a vraiment donné l'envie à tout le monde. Donc, merci à toi. Et merci aux 40 un peu plus contributeurs. C'était vraiment très, très riche. Donc, effectivement, le challenge n'est pas facile. Et j'aurais passé des week-ends.
pour tout réécrire, donc les choses sont plantées. Donc, ou alors je transmets tous mes brouillons à Pierre, la cheville ouvrière. Attention, pas de dérapage après. Alors, on a eu 2 temps. En fait, un premier temps, on était une quarantaine et on échangeait et on réagissait aussi aux propos de Joe. Et puis après, on a travaillé en 3 sous-groupes sur 3 thématiques qui sont un peu sorties. Alors, pour tout de suite rebondir sur le tirage au sort, en fait, on ne l'a pas évoqué. Donc, on le garde dans la restitution que tu as faite. Premier point que j'ai envie de vous partager, parce que j'ai envie de le mettre en premier en tant qu'élu. L'élu doit travailler sur sa posture avec une volonté de privilégier le nous au je. Et il y a une vraie question de la posture avec entre autres la question de l'ego de l'élu. Parce que si on veut imaginer une participation d'un grand nombre, encore faut-il que l'élu se re-questionne sur sa posture. Donc ça c'est vraiment quelque chose de fort que Joe d'ailleurs nous a retransmis avec force. Deuxième point que je pourrais vous partager, c'est favoriser, obliger la transparence. Avec une évidence, mais malheureusement dans notre monde c'est pas si simple, la promesse doit être tenue. Donc la question de l'éthique sur nos engagements. Et on pourrait se poser la question, moi qui arrive du monde de l'entreprise, chaque fin d'année j'ai été contrôlé par un expert comptable et un commissaire aux comptes, mais sauf que moi en tant que maire aujourd'hui je me contrôle et je me donne le satisfecit, je dis voilà ce que j'ai fait. Peut-être qu'il faudrait imaginer un contrôle par des tiers à l'année ou à mi-mandat. Donc ça, ce serait je pense quelque chose, moi j'aimerais vraiment qu'on le voit naître en fait dans nos territoires. Troisième point, là fortement exprimé par Joe, créer un environnement permettant l'expression de chaque citoyen. Et entre autres, tu as parlé des conseils participatifs. À un moment donné, on a les comités consultatifs où la présence des habitants engagés en fait est vraiment riche et forte. Donc ça, c'est un élément très fort qui a été évoqué aussi. Et suite à ce premier temps d'échange, quantité de choses sortaient. Et là, on a donc créé 3 sous-groupes pour y travailler encore plus fortement. Avec une première question qu'on partage, c'est la question de l'éducation populaire. On voit que c'est important, et puis pour éviter de se retrouver dans la position du sachant ou se retrouver à infantiliser nos citoyens qui veulent contribuer. Donc la question de l'éducation populaire a été évoquée et travaillée avec la notion évidemment dès l'enfance. Qu'est-ce qu'on a passé, sans non plus les formater. Donc c'est une grande question sur comment éclairer le citoyen. Et l'adulte, on a eu le maire d'Avaray qui se dit à propos, il y a les conseils des enfants, conseil municipal des CME ou CMJ. C'est vrai que le conseil municipal des jeunes, le conseil municipal des enfants est un premier outil pour aller vers l'éducation populaire sur la partie de l'enfance. 5e point qui a été évoqué, comment permettre à un plus grand nombre de participer? Quid des exclus? Alors pas les exclus au sens habituel qu'on a les gens qui sont en précarité, et ça ne veut pas dire qu'on les exclut non plus, mais des exclus au sens large, parce qu'effectivement, il ne manque pas de Français qui, arrivés au 25 du mois, ils sont dans le rouge, et donc leur préoccupation première, c'est d'aller jusqu'au 31, ou au 1er, au 2, au 3 du mois qui suit, et donc là, leur demander à contribuer aux enjeux collectifs, c'est pas toujours simple. Donc en fait, comment permettre à un plus grand nombre, et donc les exclus de participer. Là est revenue la question de la posture de l'élu, et donc cette notion de confiance qu'on peut leur accorder, la question de la disponibilité aussi, et là c'est un vrai travail à faire, plus forte raison que nous sommes dans des instances paritaires, et donc comment est-ce qu'on travaille la question de la disponibilité. Tout le monde n'est pas, on n'est pas tous égaux vis-à-vis de notre job, vis-à-vis de notre situation familiale. La question de la formation aussi, la formation tant des élus que des gens qui veulent s'impliquer dans la démocratie ou dans la gouvernance de la commune, avec la question de la légitimité, avoir une vision globale, un projet précis. Donc en fait, apporter aussi des gages de confiance, des sortes de preuves en fait, aux citoyens pour montrer que leur parole va être entendue, écoutée, et que l'élu en fait ne va pas faire que sa tête après, sans rentrer dans le grand débat politique. Mais c'est un point clé qui a été évoqué. Et puis après, 6e point qui a été évoqué, comment les citoyens peuvent être exigeants, comment ils peuvent exiger aux élus. Donc là, on avait des interlocuteurs dans le groupe de travail qui disaient « Moi, je ne veux pas me présenter aujourd'hui. » On n'a pas demandé pourquoi on n'a pas le temps, mais peut-être parce que je n'ai pas le temps, compte tenu de mon âge, de ma situation familiale, professionnelle. Mais pourtant, je voudrais m'inviter dans le débat démocratique et auprès de mes élus. Donc comment je peux être plus exigeant, comment je peux exiger auprès des élus avec la notion de, parfois, une certaine opacité
dans notre milieu d'élus à gommer, à effacer. Il y avait dans les solutions, on va dire, il faut sans doute créer des collectifs de citoyens pour venir interagir avec le monde des élus. Et je le rajoute un petit peu, mais je pense que la campagne est vraiment un moment idéal pour que chaque citoyen qui ne veut pas ou qui ne peut pas s'investir en candidature pour être élu, de s'inviter dans le débat démocratique et de partager, et de parler et de bousculer les candidats qui vont se proposer. Je ne peux pas conclure sans dire quelques entre guillemets grands principes qui ont été évoqués à plusieurs reprises dans notre échange, entre autres sur l'intelligence collective et la nécessité de co-construire, mais avec le bel exemple que vous nous proposez aujourd'hui ici, Ronan et toute l'équipe, merci. Avec aussi la question du populisme versus l'individualisme, parce qu'évidemment, si on dit c'est tout pour le peuple ou si c'est tout pour une seule personne, donc en fin de compte, il faut trouver des arbitrages entre ces dimensions-là. Ne pas renvoyer dos à dos la notion du leadership et du participatif. Et Joe en est un bel exemple, et à ma petite mesure, moi dans ma commune de 2200 habitants aussi, je pense qu'il ne faut pas les opposer, il faut voir comment est-ce que ça s'associe, comment on peut travailler ensemble, ça c'est un peu important. Et puis après, une révolution de société à engager d'urgence, c'est rentrer dans un monde de coopération plutôt que de rester dans un monde de compétition. C'est une belle conclusion. Bien, écoutez, on peut tous applaudir. Évidemment, ceux qui ont présidé, synthétisé, mais je crois que René voulait dire un mot. On peut lui repasser le micro. C'est juste 30 secondes, pendant. Et c'est quelque chose qui n'a pas été dit dans mon carrefour, dont je demande une dérogation. Okay. Mais il y a quand même quelque chose qui a circulé depuis hier entre nous, dans les couloirs ici et là. Et on est dans un contexte, à quelques mois des municipales, où il va y avoir beaucoup de changements. Une grande partie des maires vont arrêter, il y a des équipes nouvelles qui se mettent en place. Et parmi, je veux dire, les choses qu'on entend, qu'on voit, il y a beaucoup d'élus qui se disent on ne va pas y aller parce qu'on a de moins en moins de pouvoir. Parce qu'il y a des choses qui se passent en dehors de nous, en dessus de nous. Et à l'inverse, moi j'ai envie de dire, il y a des maires qui prennent des décisions, ils ne mettent pas le pied sur la ligne jaune, ils ont envie que la ligne jaune change de place. Et je considère qu'ici, mais il y en a aussi ailleurs, heureusement, il y a des élus qui sont en train de faire bouger les lignes. Ils demandent que leur population soit protégée par rapport à des pratiques agressives, dangereuses, d'une société industrielle, ici et là, qui posent des problèmes sur la santé de leurs concitoyens, de nos concitoyens. Je pense en particulier à la question des pesticides. On ne peut pas, je veux dire, se quitter aujourd'hui sans dire que cette question ne sera pas aussi dans les programmes des élections municipales. Et je dirais que non seulement on a envie de soutenir tous les élus qui s'engagent, mais on a envie de dire à tous ceux qui vont aux élections municipales, eh bien nous, ensemble sur nos territoires, on a envie de dire aujourd'hui, il faut oser, la population attend des décisions courageuses, puisque l'État ne bouge pas, puisque l'État est au service des lobbies, on sait que c'est à partir de nos territoires que ça va changer, et je crois que c'est, je termine ces 30 secondes, mais pour dire, on y va, et ça fait partie des choses qui doivent être un marqueur de notre mouvement pendant toute la campagne. Merci.